Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions du Nouveau Monde, présentent Le livre noir de la CIA d'Yvonique de Noël. Préface de Gordon Thomas. Lu par François Cottrell. Certains mots ou phrases de ce livre ont été censurés par la CIA et seront signalés par un préface. Alors que leur voiture approchait du quartier général de Langley, dans la belle campagne de Virginie, en dehors de Washington, le ministre de la Justice des États-Unis, Robert F. Kennedy, qui venait tout juste d'être nommé tutelle de la CIA pour le compte du président Kennedy, se tourna vers Allen Welsh Dulles. Un peu plus tôt, Kennedy avait complimenté Dulles, qui était le 5e directeur de la CIA, sur le choix de l'emplacement des locaux. Puis, dans une de ces sautes d'humeur dont Bobby Kennedy était coutumier, il l'avait sèchement interpellé. « Dites donc, Allen, vous êtes dans la publicité ou quoi? Vous êtes censé diriger un service secret. » Ce qui avait provoqué cet éclat de colère était un panneau planté au bord de l'autoroute sur lequel s'étalait en gras CIA. Dulles avait tiré sur sa pipe et répliqué « Bobby, il est bon de faire savoir au monde où nous nous trouvons. » Il s'agissait d'une ligne politique qu'il avait adoptée en Suisse, à Berne, où il avait dirigé l'OSS, l'agence de renseignement des États-Unis, pendant la Deuxième Guerre mondiale et que la CIA avait remplacée. En ce temps-là, Dulles indiquait la présence de l'OSS sur la porte de son bureau. Bien des agents avaient ri de sa franchise. Peu d'entre eux savaient alors, et même plus tard lorsqu'il prit le contrôle de la CIA en 1953, que Dulles était le chef des services secrets le plus discret, le plus retors, le plus calculateur, le plus froid et le plus impitoyable que la CIA aurait jamais. Il était par ailleurs anti-britannique. Il détestait ce que représentait son empire, et, de fait, admirait par bien des côtés le mode de vie des Français. En ce jour d'été, alors que le ministre de la Justice commençait sa visite du bâtiment, Dulles fit traverser le hall à Kennedy afin de lui montrer une plaque en marbre incrustée dans un mur. Les mots de l'apôtre Jean y étaient gravés. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » C'est ce que nous faisons ici, Bobby. Découvrir la vérité. Kennedy esquissa l'un de ses sourires cyniques. Peut-être était-il l'une des rares personnes à déjà savoir que, dans le monde des renseignements, vérité et CIA étaient bien trop souvent à l'opposé l'une de l'autre. Cet ouvrage rend à sa façon hommage à Allen Dulles et son goût pour la vérité. Il retrace l'histoire des épisodes les plus sombres de la CIA depuis 60 ans. Pour ce faire, l'auteur a réuni, avec mon aide, une moisson de documents exceptionnels. Archives de la CIA, rapports d'enquête ou témoignages d'anciens officiers, qui donnent un solide aperçu de l'envergure de ce service de renseignement et de sa relation avec les décideurs politiques qui fournissent les ressources et consomment le produit. Ces archives révèlent aussi le culte du secret qui obsède les milieux du renseignement. À la CIA, comme dans tout service de renseignement, on se bat toujours, en interne mais aussi à l'extérieur, afin de comprendre certains événements et leur impact sur le futur. Dans les heures qui ont suivi, à l'été 2007, la sortie des Bijoux de famille, compilation des documents les plus embarrassants des archives de la CIA jusqu'aux années 1970, ces derniers ont été étudiés de près par les services de renseignement étrangers et Al-Qaïda. Avec cette interrogation, les documents prouvaient-ils que la CIA tirait un trait sur un passé désormais révolu, ou bien était-ce un stratagème diabolique visant à parer l'avalanche continue de critiques concernant ses activités en cours? Seule certitude,
La sélection des 50 000 documents publiés par la CIA en 2007 a montré que ce n'était pas le service de renseignement décrit par la légende, omniscient et tout-puissant. Son image, élaborée avec soin, de leader en techniques électroniques pour traquer et capturer des terroristes, SIGINT, a été atteinte aux dépens de renseignements d'origine humaine, HUMINT. Récemment, des scientifiques de l'agence ont créé une caméra de la taille d'une mouche domestique, capable de reproduire sa trajectoire de vol. En apprenant cela, Meir Dagan, l'irritable chef du Mossad, déclara, méditant, « Est-ce que la mouche peut aussi savoir qui photographier ?» George Tenet, après avoir démissionné de son poste de directeur de l'agence, qu'il dirigeait depuis 1997, déclara « Parfois, la vie à Langley ressemblait à un film d'espionnage. » C'est sous sa direction qu'Oussama Ben Laden partit en croisade contre le monde occidental. Puis vinrent les attaques du 11 septembre, le soutien de Tenet aux déclarations guerrières du président Bush sur la guerre contre le terrorisme, puis commencèrent les opérations de la CIA en Afghanistan et au Pakistan. Toutes ces opérations furent marquées du sceau de l'échec. La célèbre prédiction de Tenet, selon laquelle, à la veille de la guerre en Irak, la présence d'armes de destruction massive annoncée par la CIA était un slam dunk, un coup facile en basket, ne s'était toujours pas accomplie. Et ce, même au moment de sa retraite, en 2006, après avoir perdu dans la guerre contre le terrorisme 11 de ses officiers, dont les noms sont commémorés par des étoiles gravées dans le hall du bâtiment Langley, à côté des mots de l'apôtre Jean. Au moment où sont rédigées ces lignes, on compte 83 étoiles. Le jour du départ de Tenet, le graveur de la CIA, Tim Johnston, lui offrit une étoile en marbre. Aucun mémo de l'Agence de sécurité nationale, NSA, spécialisée dans les écoutes électroniques, ne vient montrer la place primordiale que Tenet a accordée à la surveillance technique. Malgré son budget sans égal, 6 milliards de dollars en 2006, et son accès au système de surveillance mondial, le réseau Echelon, malgré les 23 000 espions et analystes qu'elle emploie, la CIA apparaît dans ses documents comme une agence rongée par le doute, les récriminations internes et les échecs. Cette vérité s'est cachée derrière un demi-siècle de livres et de films romanesques présentant la CIA comme le super-espion du monde libre. Mais tout comme il existe des flics véreux, la CIA a eu plus que sa part d'officiers corrompus. Contre toute attente, on a même découvert une taupe en son sein en plein air Gorbatchev. Certains agents sont devenus alcooliques, d'autres sont sortis mentalement malades d'opérations secrètes qui furent ensuite encensées pour ajouter à la légende de la CIA. Le plus choquant à la lecture des documents est qu'au cours des 60 dernières années, marquées par des événements cruciaux, le pont aérien de Berlin, l'acquisition par la Russie de l'arme nucléaire, la guerre de Corée, le Vietnam, la crise des missiles de Cuba, le conflit qui perdure au Moyen-Orient, la CIA a souvent commis de graves erreurs de jugement. Certains des 83 officiers disparus en service et célébrés par des étoiles dans le hall de Langley pourraient bien avoir trouvé la mort à cause d'opérations inutiles, illégales et dévastatrices. Naturellement, leur vie et leur mort doivent rester secrètes. Mais les documents suggèrent qu'ils pourraient bien avoir péri dans des machinations mal conçues par la direction des opérations de la CIA. La vérité cruelle qui transparaît dans ces documents est que certains de ces échecs seraient imputables au rôle multiple confié au directeur de l'agence. En plus de son rôle de leadership, il est théoriquement à la tête de l'ensemble des services de renseignement américains et est aussi le conseiller principal du président au sein de l'agence en exercice. Beaucoup partagent l'opinion, particulièrement au sein des services de renseignement britanniques et du Mossad, que cette responsabilité multiple mène inévitablement à des luttes de pouvoir, ainsi qu'aux erreurs mises au jour dans ces documents.